En réalité, tout m'a été expliqué par un autre double plus ancien que moi. Il est très probable que lui tenait ces informations du premier double créé. L'antagoniste donc. Oui, l'antagoniste lui-même est à l'origine de notre quête, car il s'est rendu compte bien avant tout le monde de l'ampleur des événements. Donc c'est vrai alors? S'il ne veut pas entendre raison, vous êtes tous voués à disparaître? Oui, malheureusement. Sauf que si vous me dites que depuis plusieurs mois, il parle des films en prenant le rôle du personnage principal, cela veut dire que ce n'est jamais lui qui parle des films. Tu veux dire que depuis le début, à chaque fois qu'il commence un spoil, il crée un double? Oui, c'est à peu près ça, mais seulement depuis qu'il travaille avec l'antagoniste. Et lui, il peut pas nous aider d'ailleurs? Il est où? Je pense qu'il a déjà disparu. Tout comme les premiers doubles créés à sa suite d'ailleurs. Et le prochain à disparaître, ce sera sûrement moi. Il faut absolument qu'on le retrouve. Vous ne le voyez jamais sans qu'ils soient en train de parler d'un film? Bah si, en dehors des tournages, mais... Mais dans ces moments-là, aucun des doubles n'existe et donc on ne peut pas agir. Et si? Oui? Tu as bien dit que c'était grâce à son double de Slater que vous aviez pu arriver à entrer en contact avec nous. Oui, c'est bien ça. Et son double de Tyler Durden t'a rencontré alors qu'il y avait la révélation du twist de Fight Club. Et quoi du coup? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que selon les films traités, on peut s'inspirer de leur scénario à notre avantage. Exactement! Du coup, si on parle d'un film spécifique, on pourra faire les actions adéquates. Oh, bien ça. Mais à quoi tu penses exactement? Un voyage dans le temps. Il faudrait qu'on puisse revenir au moment où lui et l'antagoniste étaient encore ennemis. Et là, à ce moment-là, on pourrait lui parler à lui, pas à un de ses doubles qu'il a créé pour parler de ses Non, films. non, je t'arrête tout de suite, c'est mort. Déjà impossible de tourner dans l'ancien appart parce que, il le loue plus. Et puis même, niveau incrustation et effets spéciaux, trop dur. Non, t'as cru qu'on avait le budget pour suivre ça? C'est bien son double en tout cas. Des fois, tu parles comme lui. C'était une bonne idée à la base, même si maintenant on repart à zéro. Non, pas nécessairement. On peut revenir pas si loin en arrière. Lorsqu'on a parlé de Fight Club, c'était forcément lui. Il a nié toutes mes réflexions sur l'apparition de son double, Tyler. Si on y retourne à ce moment-là, on peut réussir à le convaincre. En plus, le décor n'a pas bougé. Ok, ça me va. Il faut y aller. Mais on se sert de quel film du coup? Le plus grand et le plus culte des films qui traitent de voyage dans le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien je m'installe pour commencer à parler du film. Mais il faut que tu remontes dans le temps pour aller raisonner ton toit original. Ah mais oui, je vais le faire. Mais je t'explique un truc. Je vais d'abord parler du film, car sans ça, on pourra pas se servir des éléments du scénario à notre avantage. Et puis c'est un petit peu le sujet principal de la vidéo au cas où tu l'aurais oublié. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on aura le temps? Retour vers le futur s'ouvre sur un plan séquence nous présentant un foyer contenant des dizaines d'horloges et quelques appareils d'inventeurs qui fonctionnent dans le vide car il n'y a l'air d'avoir personne à la maison. Au moins, ces inventions-là ont l'air d'être en état de marche, contrairement à celles de Papa Pelzer. On voit arriver un jeune homme, Marty McFly, muni d'un skateboard et qui joue de la guitare, ce qui en fait d'ores et déjà un mec super cool des années 80. Ça, c'est du rock. Ah donc c'est tout ce qu'il trouve à dire. C'est marrant comment les réactions diffèrent selon les gens. Parce que moi, si j'explosais la moitié de l'appartement d'un pote, je suis pas sûr que je réagirais comme ça. Je suis dans la merde. Il reçoit tout de suite après un appel du propriétaire des lieux, Doc, qui... Attends. Quoi? Marty est donc rentré chez le Doc avec la clé sous le paillasson. Oui? Et Doc a appelé depuis l'extérieur à son propre domicile. Oui? Et lorsque Marty décroche, Doc demande instantanément C'est toi, Marty? Oui? et au cours de la conversation, Marty lui demande Et où est-ce que vous étiez depuis une semaine? Oui? donc il n'y a aucune raison logique pour que le Doc appelle chez lui pile à ce moment-là pour demander à Marty de le retrouver sur un parking la nuit même alors qu'il aurait pu appeler chez Marty à n'importe quel autre moment. Oui! Marty file au lycée mais y arrive en retard et reçoit de la part du proviseur. Un magnifique post-it, merci monsieur! Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly, vous êtes un tocard. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée, un vrai tocard lui aussi. Est-ce que c'est bien d'autoriser une telle discrimination de la part d'un proviseur? Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Tiens, la voilà la trace des McFly!
À la suite de ça, Marty planifie sa sortie du week-end avec sa petite amie Jennifer grâce à la voiture que son père doit lui prêter, mais lorsqu'il rentre chez lui, il découvre que ladite voiture est morte, œuvre d'une personne tout à fait charmante. Tu me prêtes ta voiture et t'es pas fichu de me dire qu'elle a un angle mort. Et dans le coin droit, avec 1m80 de mauvaise foi, aussi insupportable qu'antipathique, j'ai nommé Biff Tannen. Je n'ai jamais trouvé que cette voiture avait le moindre angle mort et pourtant ça fait des années que je la conduis. Et dans le coin opposé, avec un charisme inférieur à celui d'une huître chaude, mesdames et messieurs, et dont la prestance nous fera plus penser à une serpillière sale qu'à un être humain, le père de Marty, George McFly. Au fait, ils sont prêts mes comptes rendus? C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé. Allô, y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Des images insoutenables qui viennent de nous parvenir, à tel point que je ne peux supporter un instant de plus cette scène, et je vous fais donc passer à la suivante. C'est pas tous les jours facile à assumer d'avoir un oncle en prison. Je disais donc que votre grand-père l'a renversé. Ah non! Je rends l'antenne. Oui, bon, c'est vrai, Marty est le seul qui s'en tire bien dans sa famille de cassos, débiles et alcooliques, mais au moins, il a son ami, le docteur Emmett Brown. Marty, tu as pu venir. Oh non, Doc, ne devenez pas débile, pas vous, s'il vous plaît. C'était convenu depuis ce matin que je viens de vous rejoindre. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Ok, c'est super, Doc, mais là, vous ne m'écoutez pas, on est d'accord, hein. C'est pas le moment, on n'a pas le temps, allez. Ah, c'est bon, j'ai compris, lui aussi, il est devenu complètement con. Eh bien, il s'avère qu'il n'est pas vraiment con lui en réalité, car malgré ses airs de savant fou, Doc a en fait demandé à Marty de le rejoindre afin de lui montrer la première démonstration de voyage à travers le temps. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui a de la gueule. Tout le monde connaît cette réplique culte, bien sûr, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'à la base, la machine à voyager dans le temps devait être un réfrigérateur. Oh, sérieux? Et pourquoi ça a changé finalement? Eh bien, figure-toi que les réalisateurs se sont dit que si des gosses tentaient de voyager à travers le temps avec des frigos laissés à l'abandon dans les rues, par exemple, et finissaient asphyxiés dedans, ça aurait fait un peu désordre. Il est vrai. Mais l'euphorie de nos deux compères sera de courte durée car Doc révèle rapidement à Marty qu'il faut du plutonium pour recharger le convecteur temporel. C'est grâce à ce convecteur placé à l'intérieur de la voiture que le voyage dans le temps peut s'effectuer. Sauf que le dit plutonium, il l'a volé à des terroristes libyens qui viennent l'abattre. Oui, le Doc se fait descendre froidement par une rafale de balles avant les 30 minutes de film, tout à fait. Marty manque de le rejoindre mais est épargné par la mitraillette qui s'enraye et en profite pour semer les terroristes en revenant 30 ans dans le passé. Ah bah c'est sûr que quitte à mettre des distances avec des gens qui vous veulent du mal, rien ne vaut une bonne trentaine d'années. Alors il débarque au beau milieu d'une ferme et fonce droit dans une grange. La famille de proprio déboulée. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Attendez un instant, revenons un tout petit peu en arrière s'il vous plaît, et je veux aucune remarque là-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Alors désolé mais encore une dernière fois, regardez bien la femme à gauche de l'écran. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Ah là, stop. Vous voyez, c'est bien elle qui a prononcé cette phrase. Donc on est d'accord, cette madame a au moins la soixantaine. Et elle a bien dit pas, hein. Ma seule théorie c'est que Marty a ramené sans le savoir cette femme depuis 1985, époque où elle avait en effet 60 ans, et qui se trouve être la fille du monsieur ici présent. Et donc étant totalement désorientée par le voyage temporel, elle demande à son papa ce qui se passe. Ouais, sinon c'est juste une erreur de doublage en français. Hein. Une erreur de doublage? Mais ça n'arrive jamais, voyons. C'est clair. Marty manque de peu de se faire descendre une fois encore à coups de chevrotine cette fois-ci. Qui peut se vanter d'avoir été la cible de 2 armes à feu en moins de 5 minutes et à 30 ans d'intervalle et qui a survécu? Ah ouais? Et il met les voiles pour essayer de se repérer car lui, il ne sait pas encore qu'il est revenu dans le passé. Même s'il est un peu bête là-dessus car il a volontairement semé les Libyens en utilisant la machine à voyager dans le temps, mais bref. La voiture tombe en panne et il la dissimule rapidement derrière un gros panneau avant de se rendre en ville à pied et de découvrir la triste vérité que vous savez déjà. Marty ne sait pas nager. Quoi? Quoi? Vous saviez pas? Regardez. Qu'est-ce que tu fais avec un gilet de sauvetage? Il tente d'appeler Doc mais n'obtenant pas de réponse, il déchire la page de l'annuaire et se pointe au calme devant le patron du café. Qui va sûrement lui remettre les pendules à l'heure. T'as l'intention de boire quelque chose? Qui tient juste à faire tourner son commerce en fait, c'est tout à son honneur. Hein. Mais les choses vont devenir compliquées désormais car il se trouve que son père est assis à côté de lui et que Biff et sa bande débarquent dans le café. On notera d'ailleurs que Biff s'accompagne de célébrités telles qu'une version aux cheveux bruns et courts de Michel Polnareff et même carrément d'Elvis Presley. Ensuite, son père George se fait humilier de la même façon que dans le présent d'où vient Marty et l'on découvre peu après que ce fripon de George McFly n'est qu'un sale petit pervers qui aime se percher dans les arbres avec des jumelles. Et c'est à ce moment où Marty va commettre une énorme boulette, il va intervenir dans la vie de son père et se faire renverser par une voiture à sa place. La voiture en question est en réalité celle du papa de Lorraine, sa propre mère, et il vient de modifier la première rencontre de ses parents. Aïe.
Comme tu le dis, Marine. Surtout que la Lorraine... Ravie de faire votre connaissance, Pierre. Marty. Cardin. est plutôt limpide dans ses intentions et fait carrément du rentre-dedans à Marty, qui n'est d'autre que son fils. En même temps, l'inverse serait dégueu. Pour que tu baisses ta mère, Darty! Il va réussir tant bien que mal à s'extirper de cette situation gênante et se rendre au domicile de Doc, seule personne susceptible de pouvoir l'aider à repartir dans son époque. Je vais lire dans vos pensées. On aurait pu espérer mieux comme première rencontre. Vous avez eu récemment des pensées incestueuses en tête? Non! Silence! Ah, je sais. C'est en fait votre mère qui vous oblige à avoir ces pensées en tête car vous êtes encore vierge. Doc. Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Mon Dieu. Votre vie doit être tellement triste, mon garçon. Marty convainc finalement Doc et ils vont récupérer la DeLorean ensemble. Alors je l'ai cachée. Ici. Venez voir, Doc. Je l'ai camouflé pour que personne ne se doute de rien. Sauf qu'il va y avoir un problème que Marty et Doc auront du mal à surmonter. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts. Oui, on sait qu'il va falloir du plutonium pour arriver à créer une telle énergie, mais en 1955, ça va pas être facile d'en trouver. Et non, c'est juste qu'un gigawatt, ça n'existe pas. Pour la petite anecdote, en version originale, Doc dit en réalité 1,21 gigawatt, mais le prononce avec un très fort accent qui pourrait laisser entendre gigawatt à nos oreilles françaises, comme vous pourrez l'entendre dans l'extrait qui suit. 1.21 gigawatts! Vénard de puriste. Je vous avais pas oublié, hein. Donc le gigawatt que l'on peut entendre en version française est à mon avis une simple erreur de traduction à l'instant du doublage. Ou alors cela a été volontairement fait afin de surenchérir le côté théâtral de la réaction de Doc lorsqu'il apprend la nouvelle. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Et enfin, pour en venir au fait qu'en VF on passe de 1,21 à 2,21 gigawatts, eh bien c'est une simple décision volontaire des traducteurs qui trouvaient que cela sonnait mieux à l'oreille et qu'ils ne savaient surtout pas si 1,21 était à mettre au singulier ou au pluriel. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Un gigawatt, Marty? C'est ça. Il s'avère que fort heureusement pour eux, la foudre peut également fournir une puissance de cet acabit et justement Marty possède sur lui un tract Donné plus tôt dans le film par une femme en 1985. indiquant que la foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville. À 10h04 dans la nuit de samedi prochain. Marty est très enthousiaste à l'idée de passer une semaine en 1955, mais il y a un hic de taille qu'il avait momentanément oublié. Marty, tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. Enfin, il se peut que je sois tombé par hasard sur mes parents. Qu'est-ce qui peut pas? Oui, c'est la merde. La merde, la merde, la merde. Oui, c'est la merde, c'est la merde, c'est la grosse merde. Devinant ce qu'il risque de se produire, Doc et Marty vont devoir remettre les choses en ordre pour que George et Lorraine tombent amoureux, sinon Marty est voué à disparaître. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Comment va votre tête? Oh, ça va. C'est très bien parti. Vous trouvez pas? Bon, avouons-le, ça ne va pas être facile, car Lorraine a l'air d'être carrément éprise de Marty et de ne même pas calculer ce pauvre George. Que j'aurais un ticket avec ma mère? Mais Marty n'a pas vraiment le choix et donc doit forcer son mollasson de père à se remuer pour inviter Lorraine au bal. Car c'est là qu'ils se sont embrassés pour la première fois, bla bla bla, je ne détaille pas plus, tout le monde a vu le film de toute façon, on continue. Sauf qu'évidemment, le George McFly est plus proche du paillasson que de l'être humain et qu'il y a notre bon vieux Biff Tannen qui fait du léger forcing auprès de Lorraine. Avoue que t'as envie que je m'occupe de toi. Attendez madame la juge, faut pas déformer tous les propos, c'était amical comme proposition. Amical? Et puis-je savoir ce que votre ami a répondu à votre proposition? Vous allez la boucler, gros porc! Je ne suis pas celle que vous croyez! Oui non mais là tout de suite sorti de son contexte aussi, puis de toute façon, je vous assure que c'est pas aller plus loin, hein, c'est ridicule. Ouais, peut-être bien que tu l'es, que tu le sais pas encore. Vous disiez? Il y avait vraiment des femmes juges en 1955. Donc Marty intervient, ne supportant pas le comportement de Biff, Normal. alors que George en a profité pour se faire la malle. Du coup Marty va le stalker dans la rue pour le forcer à inviter Lorraine au bal, mais c'est peine perdue. Écoute, je ne me sens pas prêt à inviter Lorraine à cette soirée dansante. Et ni toi, ni aucun autre habitant de cette planète ne me fera changer d'avis. Ah oui vraiment. Banco! Marty vient donc en pleine nuit dans la chambre de George déguisé en extraterrestre pour lui flanquer une trouille bleue et le faire changer d'avis.
Quand on y réfléchit une seconde, Marty est quand même rentré par effraction de nuit chez des gens. Tout ça habillé avec sa combinaison anti-radiation, ce qui n'est pas au top de la discrétion. Mais heureusement pour lui, les scénaristes ont fait de George, en plus d'être une lopette, un personnage complètement con. Et oui, j'ai bien prononcé le mot lopette, allez vérifier vos dictionnaires, ce n'est pas discriminatoire. Donc avec toute la crédulité du monde, George retourne voir Marty et accepte d'inviter Lorraine. Enfin, sur le papier, c'est ce qui est prévu, après... Oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Dis-lui la première chose qui te passe par la tête. Y a absolument rien qui me passe par la tête. Ah bah ça, on avait vu, ouais. Il arrive finalement devant Lorraine, mais encore une fois, Biff va tout faire foirer. Hé, McFly! Je croyais t'avoir dit de plus remettre les pieds ici. Alors, ce qu'il vient de se passer, voyez-vous, c'est l'effet Biff Tannen. Lorsqu'il parle, il coupe la musique et les sons ambiants autour de lui. Oh mon gueule! Les maladies, des fois, ça peut avantager. Il s'avère que c'est évidemment Marty qui va s'occuper de provoquer Biff et sa bande, ce qui vaudra un nouvel orgasme visuel à Lorraine. Regardez, c'est Pierre Cardin. Oh mon Dieu, il est sublime. Et alors que Biff conduit sa voiture pour rattraper Marty, on entend cette phrase. Oui, ça s'appelle une tentative de meurtre, vous ne rêvez pas. Non mais attendez, madame la juge, c'était du bluff, vous pensez bien. Et puis en plus, c'est pas comme si je répétais ce genre de menace. Je crois que je vais le tuer, ce petit fumier. Après avoir changé de petite culotte, Lorraine qui a suivi Marty vient frapper chez Doc. C'est ta maman, elle t'a filé jusqu'ici. Super discrétion, Doc. Au poil. Marty, c'est ton pote hyper relou qui ne doit pas savoir que tu es là. Je lui ouvre. Heureusement pour eux, encore une fois, les scénaristes ont doté Lorraine d'une ouïe incapable de percevoir les mots prononcés derrière une porte en bois, et c'est donc en toute insouciance qu'elle va inviter Marty à être son cavalier pour la soirée dansante des sirènes le samedi soir. N'ayant plus trop le choix, il va accepter et mettre au point un plan foireux avec George pour que celui-ci impressionne enfin Lorraine. En gros, Marty va jouer le lourdeau et George sera là pour sauver la mise et récupérer Lorraine. Mais je vous le donne en mille, ça ne va pas se passer comme prévu, car c'est qui c'est qui va venir mettre son grain de sel? Coucou. Évidemment. Donc le samedi venu, Marty et Doc mettent en place l'équipement nécessaire pour que la puissance de la foudre, qui va s'abattre quelques heures plus tard sur l'horloge de l'hôtel de ville, soit injectée dans le convecteur temporel. Marty laisse une lettre à Doc sans le lui dire, dans laquelle il lui explique son tragique destin en 1985, puis il se rend au bal avec Lorraine et se gare dans le parking. C'est une idée sensationnelle, j'adore les parkings. Ah c'est sûr les parkings, hein, si romantique, avec ces odeurs de gaz d'échappement, de moteurs chauds, toutes ces carrosseries luisantes, ces courbes métalliques, si saillantes, c'est... Allez les enfants, tous avec moi, c'est parti. La mécanophilie. C'est quand t'aimes baiser les voitures. Après cet instant plutôt gênant... Pour Marty et Lorraine, je veux dire. Moi, ça va. Oui, car elle a quand même essayé de l'embrasser, quoi. Instant malaise, bonjour. Donc, après cet instant gênant, notre cher fauteur de troubles intervient et il est pas content du tout. Je vais te foutre une de ces tannées. Une tannée par Biff Tannen. Ça pourrait faire la une d'un journal, ou un bon titre de bouquin. Mais finalement, Biff se ravise lorsqu'il découvre Lorraine dans la voiture et se dit que plutôt qu'un passage à tabac, un viol fera l'affaire. Allez, laisse-toi faire. Après harcèlement et tentative d'homicide, on ajoute maintenant tentative de viol. Vous n'êtes pas prêt de sortir du trou dans lequel on va vous coller, croyez-moi! Ouais, comme vous l'avez dit, madame la juge, ce sont que des tentatives, y a pas eu d'acte concret. D'ici 6 mois ou 1 an, je serai dehors, et je ferai ce qui me plaira. Par contre, moi je serais vous, je commencerai à penser aux réels dangers de notre société. Par exemple, ceux qui téléchargent des films illégalement sur internet. Ça vaut bien 10 ans d'emprisonnement au moins. Réfléchissez à ça. Les acolytes de Biff enferment Marty dans le coffre de la voiture des musiciens, l'un d'eux s'ouvre la main en aidant Marty à en sortir, et pendant ce temps, George réussit enfin à briller devant Lorraine en mettant KO Biff Tannen d'un magnifique coup de poing. Lorraine tombe instantanément sous le charme, mais cela n'est pas suffisant, il faut qu'ils s'embrassent sur la piste de danse, sinon, le futur ne rentrera pas dans l'ordre. Du coup, Marty va devoir remplacer au pied levé le zikos qui s'est entaillé la main, qui par chance, ou par écriture du scénario, était le guitariste. Sauf que même sur la piste de danse, George se fait virer par un autre gars qui vient ploter Lorraine. Mais pourquoi tout le monde tripote cette femme? Mais arrêtez enfin! Le futur est sur le point d'être corrompu et Marty va disparaître lorsqu'enfin, George McFly prend définitivement les choses en main en virant l'emmerdeur et embrassant la femme de sa vie et mère de leurs futurs enfants. C'est beau. Ouais, c'est vrai. Et tu sais ce qui est encore plus beau? Non, quoi? La scène qui arrive, qui est la meilleure scène du film et que j'ai bien envie de laisser dans son intégralité. Laisse, j'y vais. Bonjour, voici une lettre stipulant que votre vidéo va être démonétisée. Passez une bonne journée.
bah oui. Ça dit que si tu passes Johnny B. Good, tu pourras pas toucher dessous à cause des ayants droit. Ah mince. Bah oui, c'est vrai. Du coup, vous savez ce que ça veut dire? Eh ben quoi? Ça veut dire que je vais devoir le faire moi-même. Oh non. Oh, si. Ah, attends. Tu devrais plutôt faire ça à la fin, ça aurait plus de gueule, je pense. Bon, ok. Nous passons directement après Johnny B. Good où Marty et Lorraine vont pouvoir jouer les hypocrites. J'avais un pressentiment, moi aussi. Pressentiment, mon cul. Marty leur souhaite tout le bonheur possible et leur cale même une anecdote super détaillée d'une connerie qu'il fera en étant gamin pour pas se faire punir trop sévèrement, mais aucun des deux autres ne se posera de questions là-dessus. Si un jour vous avez des enfants, et que l'un d'eux, à l'âge de 8 ans, met le feu au tapis du salon sans le faire exprès, allez-y mollo avec lui. Promis. Wait, what? Ensuite, il rejoint Doc au niveau de l'hôtel de ville. Ce dernier trouve et déchire la lettre. Marty veut lui avouer ce qui va arriver, mais une branche tombe et débranche le câble, ce qui oblige Doc à aller le raccrocher, et ainsi Marty ne pourra pas le prévenir de son futur meurtre par les terroristes. Mais il décide de régler son heure de retour 10 minutes en avance afin de pouvoir intervenir avant les Libyens. Sauf que 10 minutes, ce n'est clairement pas assez long, et puis en plus, comment il fera pour prévenir Doc alors qu'il y aura l'autre Marty à côté? Impossible sous peine de paradoxe temporel. Eh oui. Et alors que la voiture fait un dernier caprice en refusant de démarrer, Marty utilisera la légendaire botte secrète que tout bon utilisateur de matériel informatique qui se respecte comme moi connaît. Le coup de boule. Lancé à pleine vitesse, Marty va atteindre les 88 miles à l'heure à l'instant précis où la foudre frappe et il est ainsi ramené dans son époque, laissant en 1955 un Doc qui est bien étonné de se rendre compte que cet éclair souffrait de la maladie Biff Tannen. Et désormais, il ne nous reste plus qu'à savoir si le Doc de 1985 va survivre à ses agresseurs. Marty est bien rentré dans son époque à lui, mais il n'aura pas le temps de sauver son ami. Le van des terroristes finit par se planter, alors que l'autre Marty est parti dans le passé. Mais à sa grande surprise, le Doc est bien vivant, il a conservé la lettre du passé jusqu'au présent. Go, go! Go, Marty, go, go! Go, Marty, go, go! Go, Marty, go, go! Go, Marty, go, go! Marty McFly. Doc part vers le futur et Marty rentre chez lui. Découvre que sa famille n'est plus pleine d'abrutis. Oh, quant à ce pauvre Biff, c'est devenu un tocard. Et Doc revient chercher Marty comme par hasard. Pour atteindre la bonne vitesse, la route est trop courte. C'est car là où ils vont, ils n'ont pas besoin de route. Go, go! Go, Marty, go, go! Go, Marty, go, go! Go, Marty, go, go! Go, Marty, go, go! Marty McFly. Voilà, maintenant qu'on a traité le film, on va pouvoir retourner dans la vidéo de Fight Club. Par contre, on a un souci. Lequel? Je crois que le double de Neo a disparu. Ah mince. Lui, il n'avait peut-être plus le temps finalement. Mais comment on va faire du coup? C'est lui qui avait toutes les infos importantes et il savait comment faire pour convaincre votre original. Bah on a encore les doubles de Tyler Durden et Jack Slater. Oui, mais on sait pas où ils sont eux. Bah on est là. Mais comment vous êtes arrivés là? Bah vous avez parlé de nous, on est arrivé. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Non, pas réellement, mais on va dire qu'on doit reprendre le flambeau. On n'a pas trop envie de disparaître, on s'éclate bien nous ici. Bon, par contre, on a un deuxième problème. Ah bah non, quoi encore? On n'a pas vraiment de DeLorean pour voyager dans le temps. Te rappelles-tu de l'anecdote dont j'ai parlé sur la machine à voyager dans le temps pendant le spoil du film? Le frigo. Bah ça marche pas son truc. Forcément aussi, si vous y croyez pas. C'est parti pour le grand final.